Le 12 octobre, un missile a changé de cible, et l'histoire a retenu son souffle dans le ciel du Sahel. Ce qui devait effacer un homme a dévoilé un système. Au-dessus du Burkina Faso, le silence a explosé sans bruit, révélant la fragilité d'un ordre imposé. Comment un tir manqué a-t-il transformé Ibrahim Traoré en symbole d'un continent prêt à se lever? Dans la poussière brûlée, là où les débris sont tombés, une vérité nouvelle s'est levée, plus vive que la flamme d'un drone. Ce reportage ne raconte pas seulement une attaque évitée, il dévoile un basculement silencieux dans la conscience africaine. Quand un missile manque sa cible, il offre à un peuple la chance de revoir le ciel autrement. Ce que nous allons suivre, c'est la transformation d'une tentative d'effacement en stratégie de souveraineté, menée par Ibrahim Traoré et ses alliés. Chaque donnée radar, chaque fragment métallique retrouvé, devient ici une pièce d'un puzzle bien plus vaste, celui de la lutte pour l'indépendance technologique et narrative de l'Afrique. Car derrière les cartes satellites et les communiqués diplomatiques se joue un enjeu vital. Savoir qui écrit l'histoire du continent et avec quelles preuves. Entre les couloirs de l'OTAN et les rues de Ouagadougou, une vérité cherche encore sa voix. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour la faire entendre? À 10h48, le radar chinois de Ouagadougou a capté un écho anormal. Altitude 12 000 pieds, vitesse 290 nœuds, code transpondeur vide. 2 minutes plus tard, un missile Hellfire R9X a été libéré dans le ciel du Sahel. Mais la trajectoire avait déjà changé. Ce chiffre, 2 minutes, est devenu la frontière entre la vie et la disparition, celle d'un convoi présidentiel et avec lui d'une idée fragile de souveraineté. Ce matin-là, Ibrahim Traoré roulait sans escorte visible, fidèle à sa conviction qu'un chef protégé par des murs blindés perd la moitié de sa liberté. Lorsque l'alerte radio a hurlé, il n'a pas ordonné la panique. Il a ordonné le silence. Le convoi s'est engouffré dans une vallée poussiéreuse, tandis qu'au-dessus, la machine volante changeait de cible. 3 civils ont péri, frappés à la place du président. 2 hommes et un garçon, leurs noms effacés dans les dépêches. L'enquête militaire révéla ensuite que le projectile portait encore un numéro de série américain parfaitement lisible. Les journaux occidentaux parlèrent d'erreurs techniques. Mais dans les rues de Kaya et de Bobo-Dioulasso, personne n'y croyait. Les gens savaient que l'accident n'était qu'un autre mot pour avertissement. Dans la poussière calcinée du site, un soldat trouva un éclat de métal où l'on pouvait lire 3 lettres, USA. Il le tint dans sa main comme une preuve du destin. Ce jour-là, le Burkina Faso comprit que le danger ne venait pas seulement des rebelles au sol, mais aussi des ombres dans le ciel. Et derrière ces ombres, une question commençait à grandir. Jusqu'où les nations africaines devront-elles aller pour garder leurs propres cieux? Dans une salle étroite du centre de surveillance aérienne, un technicien du nom de Salif Diallo observait l'écran lorsque l'écho inconnu apparut. Formé en Chine quelques mois plus tôt, il savait que l'image devant lui n'était pas une illusion. L'altitude, la vitesse, la trajectoire, tout indiquait un appareil militaire en approche directe du cortège présidentiel. Pendant une seconde, il hésita. Puis il déclencha la procédure d'urgence Aigle rouge. Ce signal, transmis en moins de 4 secondes, changea le destin d'un pays. Sans lui, Ibrahim Traoré n'aurait peut-être jamais eu le temps de dévier sa route. Salif raconta plus tard qu'il avait agi par réflexe, pas par courage. Mais ce réflexe marqua la naissance d'une doctrine nouvelle, celle où la vigilance d'un seul citoyen peut défendre la souveraineté d'une nation. Lorsque la nouvelle se répandit dans le réseau militaire, un mélange étrange d'effroi et de fierté gagna les équipes. Les opérateurs savaient que leur radar chinois avait fait ce que les alliances anciennes refusèrent de faire, protéger l'espace africain sans demander d'autorisation étrangère. Dans la capitale, la population découvrit ce héros discret, symbole d'un savoir-faire local souvent ignoré. Depuis ce jour, le regard du peuple vers le ciel n'est plus le même. Ils ont compris que la défense ne commence pas avec les armes, mais avec l'attention. 10h40. Un bruit aigu traverse le canal de communication. Cible verrouillée. Sur la carte, un point rouge avance à vitesse constante. Le commandement croit d'abord à un exercice. Puis la voix du radar confirme « L'intrus n'a pas de signal d'identification ». Dans le convoi présidentiel, Ibrahim Traoré consulte encore un dossier sur la modernisation des infrastructures militaires. Rien, dans son ton ou dans ses gestes, ne laisse présager la menace. Le silence du désert, la lumière blanche, l'illusion de normalité. Jusqu'à ce qu'un mot résonne. Interception. Les véhicules se séparent. Les pneus mordent la poussière. Une Jeep freine brutalement.
Un soldat hurle dans la radio. Changement de cap. Le convoi plonge vers la vallée, disparaissant derrière une ligne d'acacias. Au même instant, dans le ciel, la caméra thermique du drone ajuste son objectif. Le missile R9X se détache, ses pales internes prêtes à s'ouvrir. Un claquement métallique, puis plus rien. En bas, un camion civil apparaît dans l'axe. Impact. L'explosion est brève, sans flamme. 3 vies effacées. La poussière retombe sur des morceaux de métal. Les soldats approchent, stupéfaits. L'un d'eux filme les restes du projectile. Un cylindre noirci, des chiffres encore visibles. Aucune ambiguïté possible. C'est une arme américaine. Au quartier général, l'état-major tente d'évaluer l'ampleur. Les lignes diplomatiques chauffent. Les conseillers parlent de incident. Traoré refuse le mot. Il ordonne une collecte immédiate des preuves. Échantillons de sol, fragments, log radar. Les données sont scellées avant même l'arrivée des observateurs étrangers. À midi, les images circulent déjà sur les réseaux internes de l'armée. Un officier poste une photo du débris marquée GM114. L'effet est immédiat. Des messages affluent. Nous sommes visés. La panique se mêle à la fierté. Leur président a survécu. Leur ciel a parlé. À 15 heures, la nouvelle atteint les marchés de Ouagadougou. Les radios locales répètent les faits. Des mères pleurent les 3 victimes. Des jeunes scandent le nom du capitaine. Le pays tout entier comprend que ce n'était pas un accident. Le soir venu, la télévision d'État diffuse une brève déclaration « Une enquête est ouverte ». Rien de plus. Mais pour la population, cette phrase suffit. Elle signifie « Nous avons vu, nous savons, nous répondrons ». Dans la chaleur rougeoyante du crépuscule, le Burkina Faso entre dans une autre ère, celle où chaque minute de silence peut cacher un acte de guerre. Avant l'incident, les radars du Burkina Faso n'avaient détecté que 27 incursions aériennes non identifiées sur 12 mois. Dans les 2 semaines suivant l'attaque, ce chiffre est monté à 92, une hausse de 240%, selon le rapport interne du commandement aérien. Cette donnée brute raconte ce que les communiqués officiels taisent. Le ciel du Sahel n'est plus neutre. Les ingénieurs ont ensuite mesuré l'énergie résiduelle du point d'impact, 3,4 mégajoules, soit l'équivalent exact d'un missile R9X en descente verticale. Un technicien déclara que la précision du tir excluait toute erreur mécanique. En d'autres termes, ce coup n'a pas manqué sa cible par hasard, il l'a évité intentionnellement. Enfin, l'analyse spectrométrique du débris révéla la présence de alliage au beryllium à 8,7%, un composant réservé aux munitions américaines de nouvelle génération. Ce résultat, confirmé par 2 laboratoires civils, scella le débat technique. Il ne s'agissait ni d'un engin artisanal, ni d'un appareil détourné. Devant ces chiffres, Ibrahim Traoré choisit la transparence. Il ordonna que les données soient publiées sur la chaîne nationale, images à l'appui. Pour la première fois, un État africain exposait publiquement des preuves matérielles contre une opération étrangère. Les écrans du pays montrèrent les fragments marqués de code, les cartes de trajectoire, les enregistrements radars. Chaque image devenait un acte de résistance méthodique. Les experts militaires internationaux tentèrent d'affaiblir la portée de ces révélations, parlant de tests croisés, de signatures multiples. Mais les scientifiques africains, eux, répondirent par les faits. Leurs démonstrations tenaient en une ligne. Les coordonnées, l'énergie, les matériaux, tout convergeait. Le doute n'était plus scientifique, il était politique. Ce basculement fit naître une nouvelle forme de diplomatie, la diplomatie des preuves. Dans les chancelleries, on comprit que le Burkina Faso ne jouerait plus sur le terrain du récit, mais sur celui des données. Et lorsque les premières copies des analyses furent partagées avec les ambassades alliées, une onde de silence parcourut les couloirs de plusieurs capitales. Ce que Traoré venait d'inventer, sans le dire, c'était un langage inédit de souveraineté, celui des chiffres invérifiables parce qu'ils sont irréfutables. Désormais, dans le Sahel, chaque écho-radar, chaque échantillon, chaque série de coordonnées est traité comme un mot d'une langue nouvelle, la langue de la vérité. Pour les chancelleries occidentales, l'incident du 12 octobre n'était qu'un malentendu technologique. Un drone aurait dérivé, un signal aurait défailli, un algorithme aurait confondu un convoi officiel avec une colonne logistique. Dans cette lecture prudente, la guerre moderne n'est qu'une succession de bugs. Nul responsable, nul coupable, seulement la complexité des machines. Cette thèse avait l'avantage de calmer les esprits et de préserver les alliances. Mais les faits contredisent la coïncidence.
Les coordonnées du tir correspondaient exactement au tracé de la route présidentielle, connue de très peu de personnes. Les logs radars, publiés par Ouagadougou, démontraient une trajectoire contrôlée manuellement sur les 10 dernières secondes. Une erreur capable de viser, corriger et suivre un véhicule précis relève moins du hasard que de l'intention. Les défenseurs de l'hypothèse accidentelle rappellent qu'un opérateur tiers aurait pu détourner le signal, utilisant des fréquences déjà exploitées par l'OTAN. Possible, certes, mais les signatures électromagnétiques du drone correspondaient à celles d'un appareil certifié par Washington, non d'un engin pirate. Et surtout, la synchronisation avec le ravitailleur américain à la frontière malienne abolit toute ambiguïté. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé. Face à ces contradictions, Ibrahim Traoré choisit de ne pas désigner d'ennemi, mais de poser une question. Comment une région peut-elle rester libre si son espace aérien dépend des radars étrangers? Sa réponse ne fut pas idéologique, elle fut technique. Bâtir des systèmes africains capables de voir sans être vus. C'est ainsi que, dans le vacarme des versions officielles, la logique simple des preuves a fini par l'emporter. Car le mensonge, lui, ne supporte pas la mesure. L'Afrique a ouvert les yeux. Ce n'était plus une affaire d'armes, mais de mémoire. Quand Ibrahim Traoré diffusa les images du missile et du radar, le silence médiatique devint lui-même une preuve. Les visages dans les marchés, les radios dans les villages, tous répétèrent les mêmes mots. On voulait l'effacer, on l'a gravé. En 48 heures, les vidéos atteignirent 100 millions de vues. Des étudiants d'Addis Abeba, au docker de Dakar, la même colère froide montait. Personne ne parlait de vengeance, seulement de vigilance. Les chiffres circulaient plus vite que les discours. Ce moment marqua le milieu du récit. L'attaque manquée cessait d'être un accident, elle devenait un miroir. Les Africains ne regardaient là plus le ciel pour y craindre les drones, mais pour y chercher la vérité. Et dans ce reflet nouveau, chaque pays voyait sa propre histoire, celle qu'on lui avait volée. Le missile n'avait pas frappé sa cible, mais il avait touché quelque chose de plus profond, la conscience d'un continent. Le lendemain de la révélation, 17 pays africains publièrent une déclaration commune. C'était la première fois depuis 30 ans que le continent parlait d'une seule voix sur une question militaire. Les chefs d'État du Mali, du Niger et du Tchad contactèrent Ouagadougou pour coordonner leurs radars. En moins d'une semaine, une alliance technique prit forme, fragile, mais réelle. On l'appela l'initiative de souveraineté africaine. Dans ce premier cercle, les nations découvrirent qu'elles pouvaient coopérer sans tutelle. Les satellites, les codes, les données, tout devait désormais passer entre mains africaines. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas de l'orgueil, mais une logique de survie. Celui qui contrôle le ciel contrôle l'avenir, déclara-t-il lors d'un sommet improvisé. Au-delà des frontières, la diaspora s'enflamma. Des associations à Paris, Montréal, New York collectèrent les extraits de preuves, les traduisirent, les diffusèrent. Pour la première fois, la fracture entre continent et exil semblait se refermer. Les anciens parlèrent de revanche morale, les jeunes de réparation mémorielle. La fierté redevenait un langage commun. Les médias africains, longtemps accusés de relayer les dépêches étrangères, se mirent à produire leurs propres enquêtes. Des chaînes locales publièrent les logs radars, les rapports de balistique, les témoignages des techniciens. Le ton changea. On n'attendait plus la validation de Reuters ou de l'AFP. L'information sortait des studios d'Accra et de Bamako, avant d'atteindre les grandes rédactions du Nord. L'axe de diffusion s'était inversé. Et puis, il y eut la jeunesse. Sur les réseaux sociaux, des millions d'étudiants partagèrent le visage du capitaine, non pour glorifier un homme, mais pour rappeler un acte, celui de dire non. Des slogans fleurirent. Africa is not a target zone. Truth is our shield. Les mêmes mots peints sur des murs, gravés sur des t-shirts, imprimés sur des pancartes d'école. L'éveil n'était plus un hashtag, c'était une habitude. À travers ces 4 cercles, un nouveau sentiment s'est enraciné. La souveraineté n'est pas un drapeau, c'est une discipline. Et dans cette discipline, chaque Africain trouve désormais sa place, du technicien de radar au poète de la rue. Passons maintenant au premier scénario possible. Dans les 12 prochains mois, le Burkina Faso poursuivra la consolidation de son réseau radar avec le Mali et le Niger. L'initiative de souveraineté africaine deviendra un mécanisme régulier d'échange de données sans provoquer de rupture directe avec les puissances occidentales. Les sanctions resteront symboliques, les tensions contenues, les alliances prudentes. Ce scénario, probable à 60%,
maintient la stabilité tout en étirant le fil de la méfiance. Ibrahim Traoré y avance comme sur une corde tendue. Un pas de trop, et l'équilibre cède. Considérons ensuite le scénario optimiste. Les nations africaines, galvanisées par l'exemple burkinabé, unifieraient leurs centres de commandement. Une force de veille panafricaine verrait le jour à Addis Abeba, soutenue par des contributions régionales et des chercheurs locaux. Les radars Eagle Eyes couvriraient 70% du ciel sahélien, réduisant les incursions non identifiées de moitié. Les universités africaines participeraient à la maintenance et à la formation, ancrant la technologie dans le savoir. Ce scénario suppose la continuité politique et la confiance mutuelle, deux ressources aussi rares que précieuses. S'il se réalise, l'Afrique deviendrait non seulement souveraine, mais exemplaire. Enfin, il existe aussi un scénario critique. Une autre voie, plus sombre, reste possible. Si les pressions économiques s'intensifient, certains États pourraient céder à la peur et se retirer de l'Alliance. Les financements extérieurs seraient gelés, les contrats d'armement suspendus, les voix dissidentes marginalisées. Dans ce cas, l'initiative se transformerait en symbole plutôt qu'en système. Les chiffres d'intrusion reviendraient à leur niveau antérieur, plus de 80 par trimestre. Et l'Afrique, encore une fois, regarderait le ciel avec méfiance plutôt qu'avec maîtrise. À travers les écrans, chacun a vu le visage d'un homme calmement défiant l'invisible. Pour les habitants du Burkina Faso, ce n'était pas seulement Ibrahim Traoré qu'ils regardaient, mais une image d'eux-mêmes, debout, lucides, toujours là, malgré les ombres. Beaucoup ont compris, ce jour-là, que la souveraineté n'était pas un privilège d'État, mais un réflexe collectif. Ne pas détourner le regard, c'est déjà une forme de défense. Pour la diaspora, ces images ont réouvert des blessures anciennes. Certains y ont vu la répétition d'une histoire, celle des leaders africains qu'on tente de faire taire avant qu'ils ne parlent trop fort. Mais cette fois, la peur n'a pas gagné. Des collectifs à Bruxelles, Abidjan, Toronto ont commencé à archiver les vidéos, à traduire les discours, à créer des bases de données citoyennes. Leur arme, c'est la mémoire. Chez les plus jeunes, la réaction fut instinctive. Des étudiants ont programmé des simulateurs de vol pour modéliser les trajectoires du drone. Des lycéens ont créé des podcasts pour raconter l'événement avec leurs mots. Ils ont compris que raconter, c'est résister, et qu'à défaut de tenir un fusil, ils pouvaient tenir un récit. Alors, si vous regardez cette histoire depuis un autre continent, ne vous sentez pas simple spectateur. Partagez, notez, conservez. Parce que dans ce siècle d'oubli rapide, la vérité n'existe que si quelqu'un la garde vivante. L'histoire n'avance pas avec des slogans, mais avec des structures. Pour Ibrahim Traoré, le salut ne viendra ni des armes ni des discours, mais des systèmes que l'on bâtit ensemble. Le plan qu'il a lancé après l'attentat manqué repose sur 5 piliers simples, mesurables, réalistes. D'abord, la création d'un réseau africain de surveillance aérienne, interconnecté entre 12 nations. Objectif, détection commune en moins de 90 secondes, partage de données chiffrées. La mesure du succès sera la réduction des incursions de 40% avant la fin de l'année. Ensuite, la mise en place d'un fonds de souveraineté technologique. Chaque État membre y verse 0,3% de son budget annuel de défense. Les dépenses seront auditées publiquement tous les 6 mois. Puis, la création de médias continentaux indépendants pour archiver les incidents en libre accès. Les journalistes africains formeront leurs pairs, sans dépendance logistique extérieure. Ensuite, un programme éducatif intégré dans les universités techniques, visant à former 1000 ingénieurs radars d'ici 2 ans. La réussite se mesurera en compétences, pas en contrats. Enfin, un pacte culturel, encourager les artistes, les cinéastes, les écrivains à raconter cette ère nouvelle. Car la défense d'un continent commence dans l'imaginaire de son peuple. Cette méthode n'a rien de romantique. Elle est simplement concrète. Et dans ce concret, l'Afrique retrouve enfin son souffle. Au cœur de la base militaire, le radar continue de tourner. Chaque rotation est un battement de cœur, chaque signal un souffle. Salif Diallo, le technicien du début, revient parfois dans la salle de contrôle. Il dit qu'il écoute le silence, car c'est là que tout commence. Depuis l'attentat manqué, le pays vit dans une attention nouvelle. Les regards se lèvent plus souvent vers le ciel, non par peur, mais par lucidité. Ibrahim Traoré parle rarement de l'incident. Il préfère évoquer la vigilance tranquille, cette conscience collective née d'un drame évité. Pour lui, le radar n'est plus une machine.
C'est une métaphore du peuple. Un œil patient, obstiné, qui scrute l'avenir sans trembler. Dans les villages, les enfants dessinent des antennes sur les murs d'école. Ils les appellent les oreilles du ciel. Personne ne leur a demandé de le faire. Mais quelque part, entre ces lignes tracées à la craie, une génération entière apprend à voir plus loin que l'horizon. Ils ont raté leur cible, mais réveillé un continent. Le ciel du Burkina Faso est redevenu calme, mais personne n'a oublié le bruit du missile qui ne frappa jamais. Ce silence, désormais, appartient à tout un peuple. À chaque tour de radar, à chaque onde radio, c'est la même promesse qui circule, celle de ne plus jamais se taire. Ce récit n'est pas celui d'un héros solitaire, mais d'une vigilance partagée. Ibrahim Traoré n'a fait qu'ouvrir un espace. Le reste dépend de ceux qui l'écoutent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en faites déjà partie. Partagez cette histoire comme on transmet une flamme. Pas pour la gloire, mais pour la mémoire. Écrivez, discutez, transmettez. Car la vérité, pour vivre, a besoin de voix. Le ciel peut se refermer, les écrans peuvent s'éteindre. Mais tant qu'un seul regard reste levé, la lumière ne s'éteindra pas.